Bonjour à tous. Eh bien oui, on va se poser la question de pourquoi on est là. Qu'est-ce qui nous motive, nous, à être là aujourd'hui, ici? Finalement, quel sens est-ce que cela donne? Quel sens nous voulons donner à nos actions dans le cadre de l'énergie, dans le cadre du développement durable? Si vous êtes ici, je vous imagine comme faisant partie de ces personnes qui sont en permanence en train d'harceler les autres, en train d'éteindre la lampe dans le couloir, et 10 minutes après, quand vous repassez, ça y est, la lampe est de nouveau allumée. Et vous allez de tous les arguments pour justifier l'intérêt de faire la chose, l'intérêt pour la planète, l'intérêt pour la consommation. Et on s'épuise à cela. D'autant qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour s'opposer à certains moments à ce que vous avez envie de leur faire passer. Même que peut-être, on est fatigué de vous, avec toujours vos idées, vous revenez toujours avec l'importance de ça, alors que les gens ont plein d'autres soucis en tête, plein d'autres motivations, chacun a ses propres motivations. Donc c'est important de réfléchir à ça. C'est important de se dire, mais finalement, être motivé, c'est quoi? Quand je suis motivé pour le foot, ça veut dire quoi? C'est que ça a de la valeur pour moi. C'est la première chose. C'est très très frappant de voir, par exemple, au niveau du football, que les hommes sont beaucoup plus motivés que les femmes, tout simplement parce qu'ils jouaient au foot quand ils étaient petits dans la cour de récréation. Et c'est donc plein de souvenirs. La première chose, donc, pour être motivé, c'est que ce qu'on voit doit avoir de la valeur. Ce qu'on fait doit avoir de la valeur pour soi. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir cette valeur-là en tête, il faut avoir une idée bien claire de ce vers quoi on va. Mon objectif, c'est ça. Et si je peux participer à la définition de cet objectif-là, c'est encore plus fort, je suis encore plus motivé. La troisième chose, c'est que c'est bien d'avoir cette valeur en tête, c'est bien de savoir vers quoi on va, encore faut-il avoir les moyens d'agir. Si je vous fais une affiche en disant que l'éclairage c'est par là, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, surtout attention à la lumière, et puis quand j'arrive au bouton, le bouton est cassé, c'est vraiment le découragement. Donc c'est important de viser ces trois objectifs-là pour nous. Pour nous, c'est important. On sera cohérent si nos valeurs correspondent à nos objectifs et correspondent aux moyens que l'on se donne et qu'on donne aux autres pour y arriver. C'est pas tout. C'est important pour nous, oui. C'est important pour nous d'être cohérents entre nos valeurs et ce que nous faisons. Mais c'est important aussi pour la pertinence de ce que nous allons avoir comme action sur les autres. Si nous allons chercher non plus notre valeur, mais la valeur des autres, et si nous allons leur parler spécifiquement en fonction de leur valeur à eux, on a beaucoup plus de chances alors d'atteindre une modification de ce fameux comportement que nous voudrions aboutir. Alors, travaillons d'abord sur ce premier poste. C'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs sur lesquelles je peux agir? Il n'y en a pas qu'une seule. Par exemple, je vais vous expliquer ce qui était ma valeur il y a peut-être maintenant 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Avant qu'on ne parle de tout ce qui est changement climatique, on commençait seulement à en parler à ce moment-là et on disait, oui, la température monte. Bon, allez, c'est quand même mieux à Blankenberg pour les vacances. Si on a des degrés supplémentaires, allez, c'est pas mal pour les vacances, quoi. Et puis, j'ai entendu Jean-Pascal Vanny-Purcell, qui à l'époque était complètement inconnu, et il a dit ceci. Voilà, il y a 20 000 ans, ici, en Belgique, il y avait de la glace. On arrivait en fait à la limite du pôle glaciaire. La glace recouvrait les pôles et arrivait jusqu'aux Pays-Bas. Et à ce moment-là, cette époque glaciaire d'il y a 20 000 ans, eh bien, la température moyenne du globe était seulement 4 degrés en dessous de celle d'aujourd'hui. Alors si moins 4 degrés
si la température moyenne du globe entraîne ça, alors les plus 4 degrés que l'on nous promet, que l'on pronostique pour l'année 2100, ça va faire une sacrée révolution écologique. C'est vraiment un sacré bouleversement. Moi, ça m'a interloqué ce regard-là. Il y a un autre regard qu'on peut avoir, c'est quelque part, je suis un acteur. Regardez, je suis chez moi, je suis dans ma maison, et je me chauffe, bah oui, comme tout le monde. Et donc, pour me chauffer, je vais mettre en place un système de chauffage alimenté au mazout par ma citerne. Ma citerne sera alimentée par un camion dont lui-même ira chercher son approvisionnement au niveau de tankers qui, à certains moments, viennent se fracasser sur des côtes et provoquent des immenses marées noires. Et ce pétrole-là, lui-même, vient de plateformes de forage, dont on a eu écho que ce n'était pas tout à fait safe à certains moments, ou elles proviennent de zones d'extraction du pétrole où la richesse est telle que des guerres sont souvent rencontrées. Ouf. Tout ça, c'est en amont de moi, en amont de mon souhait de chauffer ma maison. Et pire, c'est que si je continue et que je réfléchis à l'aval, ce qui se produit une fois que j'ai brûlé mes 2000 litres de fioul dans ma maison, eh bien, je crée une pollution derrière moi qui fait monter cette fameuse température de la planète. En fait, je suis un maillon d'une chaîne. Je m'insère à l'intérieur d'une immense chaîne dans laquelle je suis un acteur, puisque c'est moi qui suis le demandeur de l'énergie. Et donc, si je prends le geste d'isoler complètement toute ma maison, si j'investis dans une épaisseur massive en isolant, eh bien, automatiquement, je vais avoir une diminution de ce qui se passe en aval, une diminution de ce qui se passe en amont. Donc, quelque part, oui, je suis acteur. C'est une valeur pour moi. Le geste que je pose a un impact sur une immense chaîne. Je pense que si parfois on nous disait ça à la TV, au lieu de tout le temps nous balancer les images de l'amont et de l'aval, si on nous disait « Ah ben tiens, il y en a plein parmi nous qui agissent et qui diminuent ces pollutions-là », eh bien ça renforcerait la valeur qu'ont certaines personnes. Oh, il y a d'autres valeurs. C'est très frappant de constater le ratio consommation par élève ou consommation par mètre carré dans les écoles. Et on constate une différence par réseau. Rien à voir avec l'option philosophique de chacun. Clairement, si on consomme nettement plus dans le réseau communal, je pense que c'est tout simplement dû au fait que le directeur d'une école communale ne connaît pas sa facture. Un directeur d'une école communale ne sait pas combien de mazout ou de gaz il consomme. La facture est directement envoyée au service comptabilité de la commune, qui ne l'informe pas. Et s'il fait fort attention, s'il fait 10% d'économie sur la consommation par rapport à l'année dernière, personne ne le verra. Personne ne lui dira « Merci, c'est super ce que tu as fait. Franchement, c'est chouette. » quoi. Donc c'est important, c'est une valeur pour certains, peut-être pour vous, c'est la valeur portefeuille. C'est important de jouer sur la responsabilisation budgétaire des consommations. Et c'est ce qui a été fait par exemple à Schaerbeek, où les écoles communales, on leur a dit, écoutez, si vous faites des économies, nous allons suivre vos consommations d'énergie. Et si vous faites des économies, eh bien, nous allons vous ristourner, à vous, école, une part de ce budget-là. Et vous voyez que sur une année, 75 000 € ont pu être économisés sur l'ensemble des écoles de la commune. Il y a d'autres valeurs. L'emploi. C'est quand même dommage d'aller mettre de l'argent dans du fuel,
dont on voit toutes les conséquences et dont on voit le côté perdu à tout jamais, alors que le même argent peut être mis dans du double vitrage, du triple vitrage, dans l'achat de matériaux isolants ou dans l'entretien des chaufferies. Ça me frappe toujours comme quand on doit justifier un investissement énergétique, on dit « ouais, c'est pas très rentable, hein, le remplacement des châssis, allez, c'est quand même pas très rentable, allez, c'est entre 10 et 15 ans de temps de retour, hein, c'est pas rentable. Hein, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que nous voyons encore les choses comme une rentabilité forte de type 3-4 ans, il faut que ça rapporte d'investir. Mais non, si nous voyons les choses comme un choix, ou bien pendant 15 ans, je paye du mazout, ou bien j'investis une fois pour toutes dans des vitrages performants, et pendant 15 ans, je n'ai plus cette facture-là à payer, eh bien j'ai simplement fait, en admettant que ce soit le même coût, qu'il n'y ait pas d'intérêt financier à le faire, mais simplement que le coût soit identique entre l'un et l'autre, eh bien on peut vraiment dire, on a fait un choix. J'ai fait un choix de donner du boulot aux gens qui fabriquent des vitrages et à ceux qui vont venir le placer chez moi, plutôt que donner mon argent à l'achat de combustible. On peut même aller plus loin. On peut même utiliser l'emploi comme quelque part un moyen de motivation. Des élèves, dans le cadre du Collège Saint-Louis à Liège, ils avaient fait une sensibilisation qui marchait bien. Le directeur, au départ, n'avait rien dit, mais il voit qu'on fait 17% d'économie sur l'électricité, 9% sur le chauffage. Il voit qu'il y a tout un budget qui est récupéré là-dedans. Et il se dit, mais dans le fond, je vais grâce à ça pouvoir engager une personne chômeur de longue durée dans le cadre du plan Activa. Et il engage donc un peintre pour venir remettre en couleur les locaux de l'école, mais il le fait passer dans toutes les classes. Il était assez sympa comme gars, le peintre, donc il passait bien devant les élèves, et le directeur a dit, ben voilà, cette personne-là, elle est là grâce à vous. C'est parce que vous faites des économies d'énergie, vous avez fait, et vous allez continuer à en faire, si je veux pouvoir continuer à financer monsieur ici. C'est pour cela, c'est par vous que cette personne va continuer à avoir l'emploi dans l'école et va pouvoir améliorer l'école. Hop là, ça donne du sens, ça donne de la valeur à ce que l'on... à la campagne de sensibilisation aux économies d'énergie. On oublie parfois la valeur technique. Vous rencontrez sur le terrain des passionnés de l'automatisation. C'est très très important de les mettre en valeur, ces gens-là. C'est des gens ressources dans une entreprise, dans une institution. Vous voyez l'économe de Bassois, voilà. Eh bien, il commande via Internet, c'est un informaticien au départ, et il commande via Internet toutes des vannes de voie. Il s'est rendu compte qu'il pouvait couper le passage de l'eau un peu partout, couper un circulateur. Il s'est dit, mais c'est fou, les chasses de WC, j'en ai toujours l'une ou l'autre qui coule. Vous avez déjà calculé ce que ça coûte une chasse de WC qui coule? Un petit filet d'eau. Imaginez simplement que ce filet d'eau remplit un seau de 10 litres en 1 heure. C'est faisable. Hein, ce filet d'eau, en 1 heure, il y a un seau de 10 litres qui est rempli. 10 litres en 1 heure, 240 litres par jour, un quart de mètre cube. Donc, 90 mètres cubes à la fin de l'année, donc 300 €. Mon filet d'eau qui coule dans mon WC de mon école depuis un temps pas possible, ça, c'est 300 €. Ça vaut la peine de... Eh bien, lui, il a été coupé partout, il coupe toute la nuit, tous les week-ends, il coupe partout l'arrivée d'eau. Comme ça, il se dit, même si le plombier n'a pas le temps d'intervenir, je ne peux pas le faire venir chaque fois, eh bien, je limite la consommation d'eau. Si vous regardez le responsable des techs du Brabant wallon, lui, il a tout automatisé, de nouveau à partir de son bureau, et quand un chauffeur de tech du Brabant wallon vient déposer son bus dans le parking la nuit, le détecteur de présence signale son arrivée et tout le chemin qui va le conduire vers son vestiaire sera éclairé.
Et il s'est rendu compte que ça amenait un plus certain en matière d'accident du travail, parce que ces personnes qui restent pendant 8 heures assises, ont souvent des problèmes musculaires à la sortie du bus. Passionné de l'automatisation. Vous l'entendriez, vous direz, mais c'est évidemment la solution. Je dis ça comme petite anecdote, mais bien sûr, il a piloté toutes les installations de consommation d'énergie dans les bâtiments avec le même système. L'image de marque de votre institution, de votre entreprise, voilà encore une valeur sur laquelle on peut agir. Mais oui, tout le monde connaît l'éolienne de Colruyt. Non seulement elle a produit 21 millions de kilowattheures depuis qu'elle a été construite, donc c'est vachement rentable, mais en plus, c'est un symbole vers l'extérieur pour Colruyt. Et ce n'est pas qu'un symbole vers l'extérieur, parce que quand vous regardez sur le site, Colruyt fait plein de choses. Par exemple, il met des vélos à disposition de ses employés à la gare de Halle. Ces vélos sont donc positionnés à la gare, les employés le prennent le matin, vont jusqu'au lieu de travail, et le soir, ils remettent les vélos de l'entreprise à la gare. Il fallait y penser, bien sûr. Et ça va plus loin que ça. Je lis ce qu'ils disent sur leur site. Nous avons délibérément choisi de ne pas installer de système d'air conditionné ni dans les magasins ni dans les bureaux. Les magasins utilisent uniquement des surgélateurs coffres fermés et disposent d'un espace réfrigéré pour les produits frais. Totalement non commercial, ça. Vous avez vu ces bahuts là, complètement fermés, c'est totalement non commercial. On ne voit pas les produits. Les autres marques n'ont jamais été appliquées ça. Colruyt a dit, nous on le fait. Et ça va au-delà de la simple image. C'est un choix, c'est une volonté d'entreprise. Discuter avec le personnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une personne à la caisse et il me disait qu'il se sentait très respecté dans cette entreprise-là. Respecté en tant que personne. Pourquoi ? Eh bien, un signe qui lui a été vraiment... qui a touché, il n'y a pas de médecin conseil. Il n'y a pas, dans le choix de Colruyt, de vérification si la personne est effectivement malade ou pas quand elle reste chez elle. Colruyt a décidé de faire confiance. Et le gars suit. De toute façon, vous savez, on n'a pas envie d'être malade. On n'a pas envie de ne pas venir parce qu'on sait que les copains, ils ont plus de boulot. Waouh! C'est pas neutre. C'est pas neutre quand il vous dit un truc comme ça. Bon, je ne vais pas ici commencer à faire une implication, mais regardez le message. Vivez comme vous voulez. Ah, il y a quand même un message chouette chez Deleuze aussi. On va changer les sacs plastiques, terminé. Hein. C'est à usage unique dorénavant. C'est un choix d'entreprise. Oui, mais je prends un petit peu de recul au niveau de la photo. Et je vois ça juste à côté. Non, il y a un problème de cohérence là. Il y a un problème de valeur interne. Qu'est-ce que mon entreprise, qu'est-ce que mon institution a décidé de faire ? Moi qui vais agir dans mon institution, comment est-ce que je vais participer, comment est-ce que je vais définir une philosophie d'intervention qui sera cohérente ? Sur quelles valeurs je vais me baser ? On le sait, souvent, quand on intervient, on met en place, pour une campagne de sensibilisation, on met en place une éco-team, c'est-à-dire une équipe de personnes qui va travailler ensemble pour améliorer les situations énergétiques de l'entreprise. Eh bien, au-delà de cette action-là, il y a tout un message qui est derrière. La philosophie de base de l'éco-team, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Bon, c'est un mot un peu compliqué. J'étais voir au dictionnaire, et au dictionnaire, on traduit ça en habilitation. Alors j'ai pris mon dictionnaire français, parce que moi, habilitation, ça ne veut pas dire grand-chose. Et la définition, c'est action de conférer de la capacité à un incapable. Extraordinaire, magnifique. Magnifique, moi je trouve ça magnifique comme définition, comme objectif. Je donne de la capacité à chacun. Je donne à chaque employé de mon entreprise la capacité d'agir au sein de son institution pour l'énergie.
Fondamentalement, agir pour l'énergie, c'est agir à la base et faire remonter vers le haut. Ce n'est pas un message de la direction qui dit « il faut faire des économies ». Ça ne passe pas. C'est pousser dans le dos les gens qui ont une motivation de départ. Bien au-delà de ça, on peut se rendre compte du fait que l'énergie est une valeur commune à tout le monde dans l'entreprise. Ça concerne aussi bien la personne qui nettoie par terre que le directeur. Tout le monde est acteur. Le technicien, les occupants, les décideurs, tout le monde a sa part à jouer dans l'énergie. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qui peut réunir des acteurs qui ne se côtoient pas d'habitude. Dans un groupe de travail, on va retrouver l'un à côté de l'autre. Moi qui agis essentiellement dans le domaine des écoles, je suis très très heureux quand la technicienne de surface, comme on dit, est en même temps qu'un élève dans un groupe de travail. Ça donne une autre relation entre les personnes. On a fait une campagne de sensibilisation à l'hôpital Tivoli, et quand on peut écrire « il n'y a pas de petits gestes à faire quand on est 1400 à les faire », parce qu'il y a 1400 personnes qui travaillent à l'hôpital Tivoli, ce n'est pas neutre. C'est un projet collectif. Et regardez, si je reviens au slide, là vous voyez, il y a un petit logo qui a été fait. Ce logo, en fait, on a dû faire un choix. Et notre graphiste avait fait 3 propositions. Le troisième, en plus grand, là, c'était la proposition d'une infirmière dans le groupe de travail, dans l'éco-team. Elle avait proposé ce logo-là, l'idée, et l'infographiste l'a mis en œuvre, en disant, ben oui, nous, dans notre hôpital, nous sauvons des vies, eh bien, nous avons envie de sauver la Terre aussi. Ok, très bien, nous allons soumettre ça au comité de communication de l'hôpital qui va décider. Erreur de ma part, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû confier une personne extérieure le choix du logo. Parce que celui qui a été choisi, c'est le premier en haut à gauche, là. C'est pas ça qu'il fallait faire. Si je dis que je donne de la capacité à tout le monde d'agir, je choisis le logo qui a été proposé par un participant et qui a été décidé collectivement dans l'éco-team. C'est ça la valeur que je défends. C'est important que mon message ait une valeur partagée au niveau des personnes. On me demande souvent, vous n'avez pas des affiches pour qu'on éteigne l'éclairage en quittant la pièce, quoi. Une affiche n'a jamais apporté grand-chose, sinon ça se saurait et on mettrait partout des affiches sur les portes éteignées en sortant. On ne le fait pas parce qu'on sait bien qu'après X temps, de toute façon, c'est tout à fait sans objet. Par contre, vous faites un concours du personnel, des enfants du personnel. Vous proposez une affiche avec un trou au milieu. Le trou, c'est là où il y aura l'interrupteur. Et vous faites un concours pour que les enfants du personnel proposent des idées d'affiches. Eh bien là, l'affiche qui sera posée là et qui sera dessinée par le fils de Marie-Louise, cette affiche-là, elle a du sens. Et cette affiche-là, elle devient cohérente dans votre démarche. Toujours dans cet hôpital, on avait proposé que l'on aille chercher une infirmière bien connue. On a été reprendre sa photo au service du personnel et on l'a fait loucher un peu. Comme ça attire. Et c'est elle qui dit « Oh, 700 000 € de consommation d'électricité par an à Tivoli, c'est pas rien. » Et puis il y a un brancardier aussi très solide, parce que vous voyez bien son genre, tout le monde le connaît dans l'hôpital. Lui aussi, il insiste et il dit « Allez, avec 1%, on peut continuer la fête parce qu'il y a une fête d'entreprise chaque année qui est très... Personne ne rate cette fête-là, c'est vraiment très populaire dans l'hôpital. » Communiquer avec la valeur des personnes, c'est par exemple présenter, on avait mis ceci dans les WC, c'est une affiche qui montre une fluctuation en demandant « Tiens, mais qu'est-ce que c'est cette fluctuation? C'est la pulsation cardiaque de vos patients ?» Non. Une semaine plus tard, une nouvelle affiche venait la remplacer dans le WC toujours et montrait qu'en fait, c'était la consommation électrique à Tivoli.
Et on voyait qu'il y avait 1300 kW de puissance de jour, mais 600 kW de puissance la nuit et le week-end. Vous voyez cette barre inférieure, là, extrêmement constante, c'est la puissance électrique qui reste en fonction à Tivoli la nuit et le week-end. La moitié des appareils restent en fonction. Et pour bien matérialiser la chose, pour communiquer en fonction de la valeur, de la compréhension des gens à qui l'on parle, on avait transformé ça en un appareil de télévision. On avait dit, écoutez, 600 kW, c'est comme s'il y avait 3000 téléviseurs qui restent en fonctionnement dans cet hôpital, dans notre hôpital, pendant la nuit. Où sont-ils? Et parallèlement, le groupe de l'Ecoteam passait dans les bureaux, puisqu'on voulait attaquer la consommation de nuit. Il passait dans les bureaux, et là où il voyait un téléviseur qui était allumé, il mettait « Attention, on voudrait bien que vous économisiez l'énergie ». Et puis par contre, ceux qui avaient effectivement éteint, on venait déposer un chocotoff. Ça doit être encore une autre valeur dont nous n'avons pas à parler, c'est la valeur chocolat. En fait, nous constatons que sensibiliser, c'est mettre toute une base en mouvement. Et ça demande donc du temps, oui. Mais c'est une richesse magnifique, parce que bien au-delà de l'énergie, c'est tout un ensemble de valeurs que nous mettons en place dans notre entreprise, dans notre institution. C'est tout un réseau social que nous créons. On travaille en fait autour d'un véritable projet citoyen. Projet citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bien plus loin avec l'énergie. Et c'est là que le développement durable qui entoure, qui englobe l'énergie, peut nous pousser à aller plus loin, peut nous pousser à avoir une réflexion qui va au-delà des kilowattheures consommés. C'est de nous dire, nous agissons, mais nous agissons dans un monde qui est économique au départ et qui est fait pour le bonheur des gens, donc qui est fait pour le social. Et vous connaissez alors ce triangle bien célèbre qui réunit l'économie, le social et l'environnement. C'est les trois qui doivent être idéalement atteints. Regardons-le pour un exemple bien précis. C'est l'exemple de l'eau. L'eau. Sur le plan économique, c'est une richesse qui demande exploitation, donc l'économiste est là derrière. Depuis longtemps, le monde social a bougé, depuis la révolution industrielle, le monde syndical a bougé, il a défendu le social. Et donc, au niveau de l'eau, on a décidé de faire des tarifs qui sont différents pour les petits consommateurs et pour les gros consommateurs. OK. L'environnement est arrivé à partir des années 80-90 et il vient rajouter des dimensions supplémentaires à l'eau. Par exemple, c'est de dire, oui, l'eau est une valeur économique, mais pour l'environnement, il faut essayer de la limiter en termes de consommation. Donc je vais freiner le vendeur pur qui aurait tout intérêt à vendre le plus d'eau possible puisque ça lui rapporte à lui. Donc non, là il y a des freins à mettre en place et donc on va mettre en place un coût vérité pour l'eau. Également, le lien va être établi entre l'environnement et le social, c'est de dire l'eau est un bien pour tous, y compris dans sa suite, y compris dans son traitement après l'utilisation. Et donc, on va mettre en place des politiques d'épuration des eaux usées. Au-delà encore de ça, c'est toute une démarche qu'on nous demande d'avoir, qu'on nous propose d'avoir. Une démarche citoyenne, dans le sens où nous allons favoriser des démarches participatives. Nous avons en tête, nos valeurs que nous avons en tête, ce sont des valeurs globales pour le monde, mais nous allons essayer de les faire passer localement dans chacun de nos projets avec une idée de participation, une idée de concertation entre les personnes. Je vais expliquer ça, qui est un petit peu théorique, par l'action d'un architecte sur le terrain. Par exemple, l'architecte,
au niveau de l'implantation, au niveau du choix du territoire du bâtiment, il a tout un rôle à jouer avec son futur maître d'ouvrage qui veut faire un bâtiment. Pour être clair, la consommation numéro 1 de ce bâtiment ici dans lequel nous nous trouvons, ce sont les véhicules qui sont sur le parking. C'est ça qui est la consommation bien plus élevée que la consommation du bâtiment lui-même. Et donc le choix de l'implantation n'est pas du tout neutre pour le maître d'ouvrage. L'architecte a un rôle de réflexion à ce niveau-là. En matière de sources d'énergie, l'architecte a un rôle extraordinaire parce qu'il peut arriver à faire réfléchir, non pas sur ça coûte autant, oui, mais je peux prendre cet appareil-là qui coûte moins cher, hein, pas l'investissement premier, non. L'architecte peut aider à réfléchir sur 20 ans, 30 ans, la durée de vie d'un bâtiment, et dire oui, mais sur les 30 ans, regardez ce que cet appareil-là va vous apporter. C'est quand même beaucoup plus intéressant que celui moins cher qu'on vous propose. En matière de santé, mais il y a plein d'interventions possibles de l'architecte également. Je suis anéanti, le mot est un peu fort, mais quand même c'est vrai, par toutes les écoles dans lesquelles je vois que l'on remplace aujourd'hui les châssis. Et je vous assure que l'économe qui m'en parle, il est fier. Il a investi dans des nouveaux châssis. Oui, il n'a pas mis de ventilation en place. Pas de grille. Non, c'était un surcoût. On m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Affolant. Vous mesurez maintenant le taux de CO2 dans les classes dont on vient de remplacer comme ça ces vitrages. Eh bien, on atteint des 3 à 4 000 ppm, 3 à 4 000 parts par million. Pour donner juste une référence, l'air extérieur, c'est 400. Les normes disent 1200 maximum, et on est entre 3 et 4 000 dans les classes. Alors, avec un petit peu de température en plus 23 degrés dans la pièce, on va se dire que quand même, les élèves sont plus attentifs de nos jours. Hein. L'architecte a vraiment ce rôle-là d'élargir le choix et la connaissance du maître d'ouvrage. En matière d'eau aussi, s'il a en tête que dans le futur, l'utilisation du bâtiment entraînera des utilisateurs multiples, mais le fait de venir placer des compteurs, puisqu'il sait que la responsabilisation budgétaire est importante, on a toujours son portefeuille un peu derrière nous, on sait que si on doit payer la consommation d'eau qu'on va avoir, eh bien, on sera plus attentif. C'est important pour l'architecte de pointer là. Là, je mettrai un compteur. Pour l'aile sportive, là, vous voyez, je mettrai un compteur là-dessus. Comme ça, vous pourrez toujours refacturer à l'utilisateur les consommations qu'il génère. En matière de déchets, c'est très intéressant quand on est sur un chantier ou même avant de pouvoir discuter avec son entrepreneur. J'ai fait des choix en tant qu'architecte, ok, mais est-ce que j'ai écouté ce que l'entrepreneur, avec toute son expérience, ça fait 30 ans qu'il travaille dans le métier, il a déjà installé tel ou tel matériau. Et donc, lui, il a une connaissance aussi. Quelle place je lui ai donnée dans mon projet? À quel moment je lui ai donné la possibilité de changer les choses parce qu'il trouve qu'en matière de déchets, ça fait beaucoup moins de déchets quand il installe ce matériel-là. Eh bien, on a fait un sacré tour. Hein. On a fait un sacré tour qui nous montre que, au-delà de simplement faire passer l'énergie et diminuer les kilowattheures, il y a là tout un développement d'une attitude, finalement. Nous avons la chance, dans nos métiers, en cherchant à faire passer le développement durable, nous avons la chance de faire passer, finalement, toutes des valeurs humaines. On fait un métier magnifique. Vous vous souvenez qu'on était parti de là? Être motivé, c'est quoi? C'était connaître nos valeurs, savoir avec quelles valeurs nous allons travailler et quelles valeurs nous allons travailler avec les autres. Nous devons clairement voir les objectifs et
avoir la capacité d'agir. Eh bien, cette journée va être extraordinaire, puisque Grégoire Clairfailly, qui va me suivre maintenant, va vous donner les objectifs. Voilà. La région bruxelloise a dit que l'objectif de demain, c'était celui-là. Voilà comment la réglementation va influencer nos travaux plus tard et aujourd'hui. Ensuite, nous avons la chance d'avoir 4 présentations, 4 orateurs qui sont tous des pionniers dans leur domaine de la construction. Ils ont été pionniers, ils ont fait avant les autres des projets dont on peut dire qu'ils s'inscrivent dans le cadre du développement durable. Et la chance que nous avons, c'est aujourd'hui de pouvoir capter leur expérience, pouvoir voir les choix qu'ils ont faits. Tiens, ils ont construit comme ça, ils ont choisi tel matériau, ils ont pensé à l'eau dans le bâtiment comme ça. C'est vachement intéressant. C'est un petit peu comme si vous alliez les rencontrer aujourd'hui. Eh bien, je me ferai un plaisir là, de discuter avec eux à certains moments, de peut-être les interrompre pour leur poser des questions, pour dire « Tiens, quel choix tu as fait à ce moment-là » C'est intéressant qu'on entende ça. C'est toute l'expérience que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Merci et à tantôt.